Bonsoir Nathalie Loiseau. Bonsoir. Par où commencer finalement à travers cette tribune d'Emmanuel Macron, votre projet pour l'Europe finalement, s'il séduit nos voisins européens. 28 pays ont reçu cette lettre d'Emmanuel Macron. Je vous voyais acquiescer pendant l'intervention de Jean-Paul. Oh, il avait raison sur beaucoup de choses, sur le besoin de convergence fiscale et de convergence sociale, complètement. Et c'est exactement ce que nous portons. On ne peut pas se faire concurrence à l'intérieur de l'Union européenne aujourd'hui, alors que la concurrence est mondiale. Il parlait de la bureaucratie européenne. Il a en partie raison. Parfois, c'est une bureaucratie nationale qui se surajoute. Il a fallu qu'on fasse, nous, le ménage dans nos propres paperasseries. Il y a plutôt moins de fonctionnaires à la Commission européenne qu'à la mairie de Paris. Mais parfois, certains secteurs ont eu l'impression qu'on réglementait beaucoup. Mais il y a des injonctions contradictoires. On est aussi content que la qualité de l'eau de baignade soit garantie dans l'Union européenne, que la qualité de ce qu'on mange soit garantie mieux qu'ailleurs. Eh bien justement, Emmanuel Macron propose un gendarme européen pour nos assiettes. C'est encore plus d'administration européenne, ça? Ah non, ce sont des gens qui viennent sur le terrain éviter ce qui vient de se passer. Vous vous souvenez du scandale de la viande polonaise? Ce scandale, on l'a su grâce à un journaliste polonais d'un journal indépendant qui a écrit un article. On l'a malheureusement pas su grâce au gouvernement polonais qui n'a pas dit à la Commission européenne qu'il y avait un problème. Alors après, on a pu, en France, tracer très vite la viande en question, l'identifier, la retrouver, il n'y a pas eu de problème. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse envoyer des experts des États membres se rendre compte sur le terrain s'il y a un problème. On est aujourd'hui l'espace le plus sûr et le plus sain au monde en termes d'alimentation, mais ce qu'on sait, c'est que nos compatriotes veulent qu'on le reste et qu'on lutte encore plus efficacement contre les fraudes. Les agences, c'est pour agir, c'est pas pour faire de la bureaucratie des gens assis dans leur bureau. Un Buy European Act, une préférence européenne, ça y est, après la Chine, après la Russie, les États-Unis, nous entrons dans l'ère du protectionnisme européen? Non, c'est pas le protectionnisme, c'est la fin de la naïveté. Oh, c'est du protectionnisme. Non, il y a d'acheter que nous en priorité pour considérer, européen. Écoutez, l'Europe de la défense. On peut le souhaiter, Nathalie Loiseau, mais c'est du protectionnisme. L'Europe de la défense, ça consiste à être mieux armée, mieux organisée, à mieux travailler entre les armées européennes. Mais si c'est pour acheter des armes ailleurs que dans l'Union européenne, c'est un peu absurde de dépenser de l'argent du contribuable pour servir des marchands d'armes qui ne sont pas européens. Mais des exemples, il y en a plein. Il y a le photovoltaïque il y a quelques années. Comment ça se fait qu'on n'utilise pas systématiquement des lanceurs européens, Ariane ou Vega, pour les satellites européens? C'est quand même absurde. Est-ce que vous avez déjà vu des Américains utiliser autre chose que les lanceurs américains? Non. Donc on se fait mal tout seul. Ça, il faut qu'on y mette fin. Mais c'est l'air du temps. On est au 21e siècle et le 21e siècle démarre sur le ton du protectionnisme. Non, c'est pas le protectionnisme, mais on a eu une politique de la concurrence qui était exclusivement tournée vers le consommateur. Alors, cette politique de la concurrence, elle a permis d'infliger des amendes à Google, à Amazon, à Apple pour des vraies raisons, et on n'aurait pas pu le faire au niveau national de la même manière et avec la même efficacité que le niveau européen. Quand c'est 13 milliards d'euros, je peux vous assurer qu'un GAFA écoute. Mais à force de ne penser qu'aux consommateurs, on n'aide pas à la construction de champions européens. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, avec les règles que nous avons, on arriverait à faire Airbus. Ça, c'est absurde, il faut que ça change. Il faut acheter européen. Il faut acheter européen. En tout cas, il faut construire des champions européens. Il ne faut pas être dépendant pour des secteurs stratégiques de partenaires qui sont en dehors de l'Union européenne. Et ça, on a réussi déjà à le faire acter par l'Union européenne, la surveillance des investissements étrangers dans nos secteurs stratégiques. Quelle est la différence entre la préférence européenne d'Emmanuel Macron et la préférence nationale de Marine Le Pen? Attendez, ça n'a juste rien à voir. L'Union européenne, c'est un marché de 500 millions de consommateurs. On est bien heureux que nos entreprises en bénéficient, que ce soit dans l'industrie, dans les services ou même dans l'agriculture. Si chacun se repliait derrière ses frontières nationales, il faudrait expliquer à nos producteurs de champagne, à nos pêcheurs, à l'ensemble de nos agriculteurs, à nos banques, qu'elles ne peuvent plus travailler ailleurs dans l'Union européenne. On mettrait beaucoup de gens au chômage. C'est absurde. C'est la même logique à une autre échelle. En revanche, à partir du moment où les personnes, les biens, les services et les capitaux circulent partout dans l'Union européenne, il faut qu'on ait la force de se positionner sur le marché mondial. Pas pour se refermer, parce que le protectionnisme ne fait que des perdants, mais pour ne pas s'affaiblir. Pour le moment, on s'est affaibli. Harmonisation sociale aussi, vous l'avez évoqué, après notamment le témoignage de Jean-Paul au 39-21. Un salaire minimum
Un salaire dans tous les minimum pays dans tous les pays de l'Union européenne, Comment on le c'est calcule ? indispensable. Alors par pays, mais en se mettant d'accord collectivement. Pour le moment, d'abord, il n'y a que 22 pays de l'Union européenne qui ont un salaire minimum, d'autres n'en ont pas, et ça pose une vraie difficulté. Et puis, il y a des différences de salaire et de protection sociale qui aujourd'hui amène à de la concurrence déloyale. On a réussi à traiter le sujet sur les travailleurs détachés. Vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, on en parlait beaucoup, et quand je suis arrivée au gouvernement, Emmanuel Macron m'a demandé de m'en occuper avec Muriel Pénicaud, tout le monde nous disait c'est impossible, on ne peut pas y toucher. On n'a pas cru que c'était impossible, on y est arrivé. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les travailleurs de l'Est de l'Europe soient les travailleurs de deuxième classe de l'Union européenne et qu'ils soient condamnés à un manque de protection sociale, d'autant moins qu'aujourd'hui, il y a le plein emploi à l'Est de l'Europe, qui a une envie d'augmentation des salaires, une envie de protection sociale. Il faut qu'on travaille à tout ça ensemble. Il faut qu'on travaille, mais on ne sait pas encore comment on calcule ce salaire minimum selon les pays. Si, il faut qu'il soit en fonction du salaire médian. On a plein d'idées. Je ne veux pas détailler ça parce que c'est technique et que ça peut être ennuyeux, mais c'est parfaitement faisable et c'est surtout éminemment souhaitable. Et je dirais que le moment est venu, à un moment où le plein emploi est là à l'Est de l'Europe et où, moi qui circule beaucoup dans ces pays-là, il y a des attentes sociales. Et puis en France, pendant les consultations sur l'Europe l'année dernière ou pendant le grand débat auquel je participe plusieurs fois par semaine, c'est quelque chose que j'ai régulièrement entendu, cette attente qu'on mette en place un salaire minimum européen. On a des valeurs, l'Union européenne a été fondée sur un modèle d'économie sociale de marché. Il faudrait arrêter d'oublier le social. On touche aussi à un des piliers de l'Union européenne, la remise à plat de l'espace Schengen, souhaitée par Emmanuel Macron. Écoutez, l'espace Schengen, ça a consisté, pour ceux qui l'ont défendu, à abattre les frontières intérieures, c'est bien, mais à pas suffisamment renforcer les frontières extérieures, c'était une erreur. Et aujourd'hui, il faut, quand on veut être dans l'espace Schengen, contrôler mieux sa frontière extérieure que certains ne le font, et puis accepter que la libre circulation des personnes, ce soit aussi la libre circulation des demandeurs d'asile, par exemple. Il ne peut pas y avoir de solidarité à sens unique. Donc remettre à plat Schengen, c'est indispensable. Avec un cahier des charges développé par Emmanuel Macron, finalement, dans sa tribune, sur cette remise à plat de Schengen. Sur cette question précisément, mais sur toutes ces questions que nous évoquons, est-ce que ça veut dire que l'Europe, Nathalie Loiseau, doit continuer, aller plus loin, quitte à être moins nombreux? Alors, ce que nous voulons, c'est avancer tous ensemble à chaque fois que c'est possible. Mais ça ne l'est pas toujours. Parfois, certains pays ne veulent pas ou ne peuvent pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Est-ce qu'il faut les forcer quand ils ne veulent pas, ou est-ce qu'il faut les faire entrer de force dans des coopérations plus intégrées quand ils ne sont pas prêts? On va avoir une Europe à plusieurs vitesses, si le reste de l'Union européenne suit Emmanuel Macron. On l'a déjà. Schengen, tout le monde n'est pas dedans. La zone euro, tout le monde n'est pas dedans. La coopération en matière de défense ou le parquet européen, tout le monde n'est pas dedans. Ceux qui sont dedans en sont heureux. Ceux qui n'ont pas rejoint peuvent y réfléchir. Il ne faut exclure personne a priori, mais ne forcer personne non plus. Vous êtes fédéraliste, Nathalie Loiseau? Non, je ne suis pas fédéraliste. Je suis pour une Europe des résultats et des solutions. Je suis pour que nos concitoyens sentent que l'Europe est à la hauteur de leurs attentes, quelle que soit la forme que ça prend. Il y a quand même plusieurs des propositions d'Emmanuel Macron, alors peut-être que lui il est fédéraliste, plusieurs de ces propositions qui déplacent le niveau de souveraineté, qui l'élèvent d'un étage. Qui le complète. On n'a jamais souhaité remplacer la souveraineté nationale par la souveraineté européenne. Mais à force de parler de souveraineté nationale exclusivement, certains sont prêts à perdre l'indépendance nationale. On le voit aujourd'hui, quand on traite avec les GAFA, c'est à 28 qu'on est efficace. Quand on est face à des ingérences extérieures, à des cyberattaques, vous croyez que seul un pays peut s'en sortir? C'est en partageant les bonnes pratiques. Ça, c'est pas fédéraliste. Quand je vous parle de partager les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, j'ai pas envie qu'on remplace l'agence française qui s'occupe de sécurité informatique par une agence européenne qui ferait le même travail, peut-être moins bien. Mais j'ai envie qu'on travaille tous ensemble, qu'on arrive ce soir, au moment où je vous parle. Je ne suis pas à l'inauguration d'un collège européen du renseignement. On n'a pas monté un FBI à la française ou à l'européenne plutôt. Simplement, on fait travailler ensemble les services de renseignement parce que le terrorisme ne connaît pas les frontières et qu'on veut être plus efficace. C'est pas de l'idéologie, on n'est pas eurobéa, mais on veut que nos concitoyens sentent que l'Europe est à la hauteur de leurs interrogations et de leurs attentes. Je ne vous demande pas si vous êtes candidate pour les européennes. Tout le monde me pose la question, mais je n'ai pas posé la question, Nathalie Loiseau. mais je vous ai répondu quand même. Le Brexit qui approche. Est-ce qu'on a voulu faire payer aux Anglais leur choix? Évidemment non. Ça fait 2 ans que la moitié de mon temps est
consacrer à respecter le choix des Britanniques et à le mettre en œuvre de la manière la plus ordonnée possible. Faire en sorte qu'on puisse se séparer en douceur. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un accord de retrait qui a été négocié, qui a été accepté par le gouvernement britannique, qui pour le moment est refusé par la Chambre des communes, mais qui nous donne du temps et les moyens de permettre que le Brexit ne soit pas une catastrophe. Maintenant, c'est aux Britanniques de choisir la séparation en douceur. On sait comment on peut la faire, parce qu'on a regardé tous les scénarios. Michel Barnier a fait un travail magnifique. S'ils préfèrent une séparation brutale, c'est leur choix, c'est dommage, mais on s'est préparé aussi à ce scénario, parce que je ne peux pas me retourner vers mes concitoyens et leur dire je n'avais rien prévu, on n'était pas prêts. Merci Nathalie Loiseau. Merci. Ministre chargée des Affaires européennes, en direct ce soir sur Europe 1.